Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal! Exactly, so it doesn't need all that. Fine. Get the new iPhone 16e, available at Apple Store locations and the Apple Store online. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Pallonetto! Francesco! Totti! Kaká in percussione, cerca l'ingresso in area ancora. Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete! Del Piero ancora a sinistro, Alex Del Piero riesce a guadagnare il pallone, Milito, Principe Milito, Bocio è libero per il traversone pericoloso, Mare, Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Je suis toujours évidemment en compagnie de Guillaume Passini. Salut Guillaume. Bonjour Monsieur Yoann Crochet, tellement heureux d'être là pour cette nouvelle saison de Serie A qui démarre, mon cher Yoann. Et oui, on est très heureux parce que la saison de Serie A recommence. Alors aujourd'hui, on va évoquer un peu nos attentes pour la nouvelle saison de Serie A qui débute ce week-end. On enregistre, on est vendredi en fin d'après-midi. On est impatient, Guillaume, parce qu'on a envie de voir beaucoup de choses, des nouveaux entraîneurs, on a des nouveaux joueurs, on a quoi? On a des nouvelles dynamiques dans les clubs, on aura des nouvelles spécificités, on aura des clubs qui vont surperformer, d'autres qui vont sous-performer, comme chaque saison. On a des joueurs qui vont nous surprendre un petit peu sur le terrain, on en a d'autres qui vont nous décevoir aussi. On a des recrues qui vont s'imposer, qui ne vont pas s'imposer. On aura aussi des psychodrames dans le championnat italien, comme chaque saison. Comme toujours, les anecdotes. Est-ce que c'est pas ce qu'on adore de la Serie A? Évidemment. C'est que chaque année, on repousse sur les limites, on se dit, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux ou de plus fantasque que la saison d'avant? Et à chaque fois, on trouve des nouvelles choses. Donc, non, t'as tout résumé. Exactement, t'as tout résumé. Il y a surtout cette excitation qui est unique avant toujours chaque reprise de la saison parce que, et c'est inconnu, il y a toutes ces questions qu'on se pose. Et on va s'en poser avec toi, Yoann, mais ouais, il y a beaucoup d'excitation et toutes les curiosités qui entourent à chaque fois, voilà, les nouvelles saisons du championnat italien. C'est Guillaume, je me faisais la réflexion tout à l'heure. Toi, t'es plus excité avant la J1 ou avant la J38 si le titre se joue à la J38? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, c'est deux excitations différentes. Écoute, on peut comparer avec la dernière J38 qu'il y avait eu, avec l'Inter et Naples qui ont joué le titre. Je ne sais pas, moi je dois t'avouer, paradoxalement, je crois que je suis plus excité par la J1. Moi aussi. Ouais. Et de très loin, et de très loin. Tu vois, parce que je sais pas, tu as envie de découvrir toutes les équipes. Et en plus, Yoann, j'ai envie de te dire, et je pense que c'est un point commun qu'on a tous, on a envie de regarder tous les matchs de la première journée parce que ça nous a manqué, parce que, et encore une fois, on va faire un peu les chauvins, mais le championnat italien est tellement à part, et on dit pas qu'il est meilleur, on dit qu'il est à part par rapport à d'autres, par rapport à toute la passion que ça génère, par rapport à tout ce que ça provoque chez les tifosi chaque week-end. Donc, non, j'avoue que je suis plus excité par la J1 que la J38, et même si le titre se joue à la J38. Voilà. Je réfléchissais à ça, tu vois, et je me disais, est-ce que c'est pas une question de sevrage? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, tu vois, un sevrage pendant l'été où on n'a pas de match compétitif? Je pense qu'il y a aussi un côté nouveauté qui nous plaît, voir des nouveaux entraîneurs dans des nouveaux clubs, voir des nouveaux joueurs qu'on n'a jamais vus en Italie ou qu'on revoit en Italie. Il y a des associations, est-ce que ça va bien marcher, etc. Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y a aussi les promus, il y a, je sais pas, je me disais, c'est un peu les critères qui me font pencher plus sur l'excitation pour la J1 plus que l'excitation de la J38 où tout peut se jouer. Et à l'inverse, en J38, il y a aussi toute la fatigue d'une saison, Guillaume, d'avoir accumulé tous les matchs Oui. et de Mais tirer un c'est peu pour la ça que langue. c'est intéressant.
C'est intéressant de demander aux supporters ou aux gens qui nous écoutent, aux personnes, parce que nous, il y a le côté professionnel, donc c'est vrai qu'on arrive un peu rincé à la fin de la saison. On s'est quand même enchaîné beaucoup de matchs Ouais. et c'est un peu usant. Mais est-ce que du côté des supporters, c'est la même chose? Je serais curieux de savoir le côté, est-ce que ça va nous manquer? Est-ce que c'est vrai après la J38, tu dis généralement bon, si la saison était mauvaise, bah, évidemment, ça se termine. Si elle était bonne, bah dommage, ça continue pas. Ou est-ce que vraiment il y a aussi l'usure des matchs, des week-ends que ça provoque, hein, parce que c'est aussi d'organisation pour voir des matchs de championnat. Mhm. Donc, allez, dites-nous aussi vous ce que vous préférez. C'est un sondage entre J1 et J38. C'est hyper intéressant. Alors Guillaume, on a retenu 6 items. On aurait pu faire un podcast de 10 heures avec tout ce qu'on attend de la saison. Avec 384 items à peu près. Évidemment, on va se limiter à 6 items. Je te propose de commencer par le champion en titre, parce que honneur au champion évidemment. Le Napoli. Alors Guillaume, on a une attente tous les deux bien précise. On ne va pas attendre le fameux back-to-back d'être un nouveau champion. Je pense que là, si on fait un focus sur le championnat, c'est un peu sur la saison des clubs italiens au sens général. Notre focus, il va peut-être pas être tant sur le championnat, mais peut-être un peu plus sur la Ligue des Champions, Guillaume. Oui, parce que Johan, il y a déjà cet inconnu avec Antonio Conte, et parce qu'on sait que c'est un peu son point faible, la Ligue des Champions. Il n'a jamais passé le stade des huitièmes de finale. Ouais. C'est un peu la tâche de son CV. C'est souvent ce qu'on lui reproche, parce en Serie A, il n'a plus beaucoup de preuves à faire. Et Non. encore plus après la saison dernière, où il a fait quand même passer le Napoli de la 10e place à la première. Donc il a tout, voilà, il a maintenu ses promesses. Il est resté, malgré tout ce qu'il pouvait se dire sur son avenir. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette curiosité de savoir si le Napoli peut être compétitif enfin, je veux dire sur les deux fronts, mais même sur tous les fronts, parce que il y a la Coupe d'Italie, alors c'est plus occasionnel, mais elle existe. Il y aura la Super Coupe d'Italie, Johan. Donc on passe quand même de potentiellement 2 compétitions à 4 Ouais. pour Naples. Et Conte avait décidé de rester à plusieurs conditions, plusieurs garanties, de l'investissement sur le mercato, des recrues de haut niveau pour justement voilà, pouvoir lutter pour gagner sur tous les fronts. Donc, il y a eu des recrues, Johan. Il y en a eu beaucoup, de Kevin De Bruyne à Sam Bekema, à Lorenzo Luca. Il m'en manque encore quelques-unes, mais voilà, il y Et en a à eu celle qui va Noah arriver, Lang. à celle qui va arriver, qui n'est pas arrivée pour remplacer Romelu Lukaku, qui est sérieusement blessé et Ouais. qui va rater plus de Ouais. 3 mois de compétition. Ça, j'allais en parler, ça peut faire mal, hein, cette absence sur à Naples. Mais voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de recrues. Il y a un effectif qui s'est quand même étoffé. L'arrivée de Kevin De Bruyne, évidemment, qui sera un peu le leader technique de cette équipe, notamment en l'absence de Romelu Lukaku. Mais justement, Yoann, pour parler de Lukaku, moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu penses, et c'est une question que j'aurais bien aimé faire à Antonio Conte, c'était une conférence de presse avant la première journée, c'est est-ce qu'au-delà du poids physique il a sur le terrain, il a ce côté un peu trascinatore, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il tire tout le monde vers le haut parce que c'est ce qu'il représente, c'est aussi même physiquement ce qu'il dégage. Est-ce que moralement, et au-delà de la technique, est-ce que moralement tu penses que ça peut impacter quand même le Napoli, en tout cas sur les premiers mois, et encore faut-il quand ils reviennent à partir de, on va dire 3 ou 4 mois, il récupère sa condition physique qui est une condition sine qua non pour lui Ouais. pour être vraiment en forme. Ouais, on sait que un des problèmes de Lukaku, c'est que en début de saison, il a besoin de 2 mois pour être en forme, et après chaque blessure impactante, il a à nouveau besoin d'1 ou 2 mois pour être en forme. Euh, je sais pas, Guillaume. Je réfléchis en même temps à ton point. Je me dis que Du oui, coup, il y c'est a peut Luka qui le remplace, hein, qui sera titulaire Lorenzo Luka, actuellement. exactement. Il y a peut-être pas autant de joueurs d'expérience que ça au Napoli, même s'il y a quand même des joueurs qui ont gagné les 2 titres maintenant dans cet effectif-là. Il y a quand même Kevin De Bruyne qui est arrivé. Euh, je pense pas que ce soit un choc psychologique au point où cela impacte les performances globales du Napoli. Je- et je pense même, tu sais, que si tu le remplaces bien, je pense même que son absence ne se verra peut-être pas tant que ça. Quand on voit, c'est sûr que si le Napoli, c'est une des rumeurs du moment, fait venir Rasmus Højlund,
Pour moi, je serais très content si j'étais supporter du Napoli d'avoir Rasmus Højlund arrivé cet été. Ce qui posera des questions ensuite pour Lorenzo Luca au mois de janvier, une fois qu'il y aura et le remplaçant de Lukaku et Lukaku qui sera revenu. Donc je sais pas si ça aura un impact émotionnel sur le groupe. Par contre, Guillaume, avec le recrutement qui a été fait par le Napoli et par Aurelio De Laurentiis, là, moi, j'ai des attentes qui sont énormes parce que, ok, Exactement. Victor Osimhen, il est parti, mais il était déjà pas là la saison dernière, donc je l'écarte même de l'équation. Le seul joueur important qui a quitté le Napoli cet été, c'est Raspadori. Et Raspadori a très peu joué la saison passée parce qu'on sait que Antonio Conte sur le turnover, c'est très spécial. Et en plus, quand il n'y a qu'une compétition à jouer, enfin deux, mais la deuxième, la Coupe d'Italie, a été tellement balayée rapidement qu'il y en a qu'une. Et donc, il y a encore moins de place pour les remplaçants. Par contre, sont arrivés Sam Boykema, un des meilleurs défenseurs de Serie A, tu l'as évoqué. Noah Lang, un joueur qui arrive pour quasiment 30 millions d'euros. On a Miguel Gutiérrez qui arrive aussi de Girona au poste d'arrière gauche. On a un poste de gardien qui est doublé maintenant avec deux certitudes. On a Lorenzo Luca qui arrive offensivement. On a Kevin De Bruyne qui arrivait aussi. Là, attention, on a renforcé l'effectif de manière pour moi significative. Et c'est sans doute pas terminé puisqu'il y aura un remplaçant à Lukaku et peut-être même d'autres joueurs qui vont arriver d'ici la fin du mercato. Donc là, oui, moi j'ai des attentes. Je peux pas avoir, si tu veux, les mêmes attentes cette année que l'année passée. L'année passée, c'était redresser la tête, c'était relancer la machine. Non, là, c'est être compétitif en championnat, être dans les favoris. Et pour moi, le Napoli doit être dans les 3 premiers à la fin de la saison. Et en Ligue des Champions, c'est minimum huitième de finale. Parce que tu as dépensé énormément d'argent et ça doit te permettre d'atteindre cet objectif-là. Et en plus, augmenter la masse salariale, hein, parce qu'on en parle Ah oui. rarement. Mais c'est vrai qu'au-delà des dépenses foncières, on va dire des transferts, hein, ce que tout le monde lit, ce que tout le monde voit, Conte avait demandé à augmenter la masse salariale pour attirer plus de joueurs, pour avoir plus de marge, et notamment des joueurs de haut niveau, de haut standing. Donc, il y a aussi ce facteur-là qui a changé à Naples. Et De Laurentiis, clairement, il a répondu à toutes les attentes de Conte, en tout cas au niveau du budget, au niveau des dépenses qui sont faites. On a vraiment un Napoli qui s'impose. Déjà parce que ils sont champions en titre et comme l'a dit Allegri en conférence de presse, tu vois, Johan, hein, on sait que la communication en Italie c'est très important. Allegri a déjà dit en première conférence, le favori pour le titre, c'est celui qui va gagner. Hmm. Donc voilà, on passe vraiment du statut d'outsider du Napoli, même si Conte a dit non, non, mais nous on est là pour embêter l'Inter, la Juve et Milan, en mettant bien la pression sur les grosses écuries. Allegri a dit non, non, le favori ce sera le Napoli. Donc voilà, Après on ça, a c'est les d'autres espèces de attentes. mind games, Guillaume. Je suis pas sûr que ça, tu Évidemment. vois. Et plus la superstition. Ouais. Mais t'es quand même sur d'autres attentes par rapport à l'année dernière. Le même podcast qu'on a fait l'année dernière, on n'a pas du tout les mêmes attentes, même si on en avait, parce qu'il y avait Conte, parce que le Napoli avait fait un gros coup en le récupérant après une saison catastrophique, où ils avaient eu 3 coachs. Là, voilà, on arrive sur une équipe qui a beaucoup dépensé, qui a des ambitions, qui espère, et De Laurentiis l'assume, hein, il a dit en Ligue des Champions, on veut faire quelque chose. Donc voilà, il va falloir répondre à tout ça. Et on sait que c'est un autre statut, et des autres demandes. Donc oui, le Napoli pour moi est favori pour le titre. Mais voilà, ce que j'attends surtout pour moi, c'est la Ligue des Champions. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire un beau parcours parce que pour moi, ils ont les armes pour le faire en tout cas. Guillaume, deuxième attente de notre côté. Et tu sais quoi, Guillaume, j'ai l'impression que c'est une attente qu'on a depuis, allez, 2 ans, 3 ans minimum. Leao doit passer un cap et devenir leader de l'AC Milan. Est-ce qu'il va y parvenir avec Max Allegri, Guillaume? Écoute, alors dire oui ou non, c'est assez compliqué. Et je vais tromper encore sur le podcast d'ici 9 mois quand la saison sera finie. Écoute, Johan Leao, il a 26 ans. Hum, Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Allegri, il a dit en conférence de presse lors de sa toute première, il a dit, j'attends de Léao qu'il passe ce fameux cap, non seulement sur le terrain, mais même en dehors. Euh, on dévoilera pas tous les coulisses de la saison dernière, mais si Théo Hernandez, c'est pas pour rien non plus, même s'ils sont très bien avec Rafa Leao, This is not a drill. You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile.
Wait, that's the actual fire alarm. We need to go. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Pas certain qu'il le tirait toujours vers le haut, en tout Ouais, cas. ouais, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, Léao, il a récupéré aussi parfois le brassard de capitaine. C'est McMahon qui l'est, mais Léa, aujourd'hui, ça peut être le vice-capitaine de l'équipe. Et Allegri lui a donné beaucoup de responsabilités tout de suite. Il lui a beaucoup parlé dans le vestiaire, lors des entraînements, en lui disant, voilà, c'est le moment aujourd'hui pour toi de prendre cette équipe en main. Euh, pour moi, le meilleur Léao qu'on a vu jusqu'ici, c'est celui de la saison 2021-2022. La deuxième partie de saison où vraiment il est monumental, où justement, je parlais du mot trascinatore et il l'avait été quand il emmène Milan tout droit vers le titre. Et depuis, c'est vrai qu'on est un peu sur un statu quo. Alors certes, il fait encore un double-double la saison dernière. Au niveau des statistiques, on n'est pas si mal que ça. Mais j'attends un Léao plus continu, plus régulier, dans l'attitude, de la concentration, dans ce qu'il dégage aussi par rapport à ses coéquipiers dans le vestiaire. Aujourd'hui, Léao aussi, il est papa de deux enfants. Donc, il est vraiment pour moi un moment clou de sa vie, de sa carrière. Et on a un club quand même, Johan, qui a terminé à la huitième place l'année dernière, qui ne jouera pas une Coupe d'Europe. Donc ça aussi, c'est un facteur clé hein, dans la saison du Milan par rapport à ses adversaires. Il y aura qu'un match par semaine à gérer, hormis Coupe Ouais. d'Italie. Donc ça, c'est un avantage clair pour l'AC Milan, même si les coachs aiment dire que non. Et Léa, on sait que c'est le phare de cette équipe-là. Il a un talent énorme, immense, j'allais dire immensissime à l'italienne, mais immense. Et pour moi, il est l'heure aujourd'hui qu'il prenne cette équipe en main. Donc pour moi, c'est vraiment la saison ou jamais. Parce que ça fait trop longtemps qu'on en parle, ça fait trop longtemps qu'on l'attend. Il est toujours là au niveau des stats. J'attends vraiment qu'il passe ce palier de passer de statut, on va dire, un peu de star à champion. Il y a toujours un cap entre ces différentes catégories de joueurs. Et pour moi, Léao, il l'a pas encore atteint. Donc, voilà, pour moi, c'est du professionnalisme au quotidien, c'est être appliqué à l'entraînement, c'est avoir parfois un autre langage corporel, mais je suis pas sûr qu'il y parviendra un jour parce que c'est vraiment partie de son comportement à lui. Mais en tout cas, voilà, j'attends vraiment un Léao tout nouveau. Et en tout cas, de ce que je vois pour l'instant, j'ai vu les amicaux, j'ai vu le match contre Bâle qui a pas duré longtemps, mais il avait marqué un but de la tête et c'est assez rare pour être souligné. Il était à un nouveau poste. Donc, voilà, dans un Milan qui a changé bien des choses, qui a changé de cause, qui a changé de modèle, qui a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, Léao, il est resté en figure centrale de ce projet-là. Et si Allegri lui donne autant de responsabilités que ça, il lui a dit, maintenant, c'est à toi de le faire, c'est à toi de devenir ce champion qu'on attend tous. Pour moi, vraiment, c'est la saison ou jamais. Je sais pas si tu es d'accord, mais en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Ouais, je le pensais déjà l'été dernier. Alors, je sais pas trop. Pas des Euh, doutes. Bah oui, j'ai des doutes parce que en réalité, c'est aussi quelque chose que tu as en toi ou pas, d'être un leader, d'être celui qui emmène les autres derrière toi, derrière toi. Et bien sûr que tu peux progresser dans cette gestion-là, la gestion des moments, des émotions, de la volonté de t'impliquer encore plus au sein d'un vestiaire. Lautaro Trascinatore de l'Inter, c'est pas arrivé du jour au lendemain, hein. C'est un travail. Mais encore faut-il le vouloir, encore faut-il en avoir le caractère et la personnalité. Et là-dessus, je suis pas sûr que Léao ait un peu tout ça. Donc, mais je souscris pleinement. C'est la saison pour. Il aura qu'un match par semaine lui aussi, hein. Donc, la continuité, ça sera peut-être plus évidente avec un seul match par semaine. Il rechignera peut-être moins à faire certains efforts avec un seul match par semaine. Mais oui, oui, c'est une saison qui est importante, même si j'ai l'impression que ça fait au moins 3 ans qu'on l'évoque à chaque début de saison de Serie A. Guillaume, point suivant, un club qui nous a tellement enthousiasmé la saison passée et qu'on imagine encore nous enthousiasmer fortement cette saison, c'est Comme. Et est-ce que le Como de Fabregas va réussir à accrocher une qualif européenne? Donc selon les saisons, ça va être soit dans les 7 ou dans les 8 premiers. Est-ce que, donc, déjà, ce qu'il faut quand même évoquer, Guillaume, c'est que pour être dans les 7 ou 8 premiers en Italie, il faut qu'il y ait un des gros clubs qui soit absent. C'est-à-dire, sur des clubs qui, sur le papier, sont devant Côme
par leur passé, par leur ADN, par leur puissance financière, par même si ça maintenant ça devient relatif avec la puissance de com, mais de manière un peu plus générale, par leur bassin de population, par un peu tout ce qu'on veut. Il y a évidemment les trois gros clubs du Nord, comme on les appelle, la Juve, l'Inter, le Milan. Il y a les deux clubs romains, la Roma et la Lazio. On arrive à 5. Le Napoli, comment ne pas évoquer le Napoli, on arrive à 6. Et ensuite, on a, dans une certaine logique des prestations des saisons précédentes, l'Atalanta, évidemment, donc on est à 7. Et le huitième, on mettra évidemment la Fiorentina. Donc il faut réussir, pour entrer dans les 7 ou 8 premiers, à écarter un de ces clubs-là à la fin de la saison. Est-ce que le Com en est capable? Je pense sincèrement que oui. Le mercato a été plus qu'ambitieux, mais ambitieux ne veut pas dire dépenser n'importe comment et sans compter. C'est bien cibler les besoins du club et ne pas hésiter à sortir le porte-monnaie pour des joueurs qui correspondent au projet de jeu mis en place par Fabregas. Je pense à Jesus Rodriguez du Betis, moi qui m'avait beaucoup plu en Coupe d'Europe. Je pense évidemment à Nicolas Kuhn qui avait été aussi intéressant en Coupe d'Europe avec le Celtic, que moi je connais depuis qu'il est passé par l'Ajax. Je suis un peu surpris par le montant du transfert, mais on verra bien. Par un de mes chouchous, Baturina de Zagreb. Tout ça, c'est des 25 transferts. millions. Ouais, Voilà, ouais. tout ça, c'est des transferts à plus de 15, 20, 25 millions. Hein. On a aussi Jadon Adai d'Alkmaar aussi, qui arrivait très cher. La confirmation de Perron, la confirmation d'Alex Vaillé, la confirmation de Van der Bremt. Bref, on a quand même un mercato qui est ambitieux avec aucune perte majeure, hein, parce que Strefezza et Fadera C'est jouaient fait, ça, beaucoup. ouais. Fabregas a dit que c'était une grosse perte, mais en tout cas, voilà, il était remplaçant. Non, mais il a toujours eu des mots élogieux pour lui, mais on peut pas dire que Strefezza en Serie A, c'est un joueur majeur. Tu fais Mais venir comme un. est-ce que c'est pas le club qui a le plus dépensé? En Serie A, on doit pas être loin, hein, par rapport au Napoli, ça doit Alors, jouer à. ça dépend quel critère on prend. Est-ce qu'on prend le critère de le club qui a le plus dépensé ou qui a la, La balance, ouais. l'équilibre de transfert le plus négatif? Parce que Non, si vraiment on, le plus dépensé. Si on prend vraiment sans compter les rentrées d'argent, est-ce que si on prend vraiment que les dépenses, on va dire brutes au niveau des transferts, au niveau ouais, des rachats, est-ce que, parce que alors je Hmm, sais que en je, juillet, en tout cas, c'est le club qui avait le plus dépensé, je pense mais que, enfin, j'en suis certain, la Juve est au-dessus, mais parce qu'elle avait beaucoup d'obligations d'achat à payer cet été. ah oui, De Gregorio, Et Kalulu, ouais. exactement. Et je pense aussi que l'AC Milan est au-dessus. Parce qu'avec les gros transferts qui ont été effectués, Mais c'est vrai que et du coup, ils ont beaucoup encaissé. C'est vrai que Milan a aussi beaucoup exactement. encaissé. Ouais. Et n'oublions pas l'Atalanta aussi, hein, parce que Krstovic, c'est plus de 25 millions d'euros. Kosunu, la confirmation, c'est 20 millions d'euros. Zalewski, c'est 17, je crois, ou 18. Ouais. Souleymana, c'est 17 ou 18. Ahanor du Genoa, c'est quasiment 20. Samardzic a été confirmé aussi, ça va pas être loin de 20, je pense. Donc tu vois, même eux, je pense qu'ils sont au-dessus. Alors écoute, L'Atalanta. j'ai le classement, Johan, selon Transfermarkt, Mhm. et j'ai l'Atalanta en 1, Ok. 121 millions d'euros, Ouais, ouais. avec 15 arrivées. Ouais. J'ai la Juve en deuxième, 118 millions d'euros. L'AC Milan en troisième, 111 millions. Le Napoli, quatrième, 107 millions. Et enfin, Com, 104 millions. Juste devant l'Inter qui a 71. Donc il y a un gap aussi Ouais. entre l'Inter et Com. Alors après, l'Inter, le mercato n'est pas fini, hein, donc c'est un peu biaisé. Mais en tout cas, voilà, Com est pour l'instant cinquième. On y voit vraiment des dépenses brutes. Parce qu'au rayon des revenus, par exemple, tu vois, Johan, ils sont à 13 millions. Oui, Alors que oui. Naples à 126, Milan 163 et l'Atalanta à 104. Voilà, Notamment c'est ça. le départ de Retegui. Donc, on va dire que comme vraiment dans les dépenses brutes, si on enlève les rentrées d'argent, on est sur un club qui n'a pas besoin de vendre pour acheter. On rappelle que c'est le club le plus riche d'Italie, au passage. Et évidemment, avec les propriétaires les plus riches Ouais. d'Italie, clairement. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils ont aussi ce truc de un seul match par semaine. Ils ont maintenant une année déjà d'acclimatation en Serie A et de compréhension des besoins, des desiderata, des principes de jeu de Fabregas. Donc, je les vois tout à fait capables et c'est une vraie attente de continuer à prendre du plaisir avec eux. On passe à l'item suivant, Guillaume. Gasperini, qui était en conférence de presse aussi en début Oui. d'après-midi, qui a confirmé d'ailleurs que Lorenzo Pellegrini était hors du projet de la Roma, le capitaine de la Roma. Qu'est-ce que tu attends de Gasperini ou de la Roma d'ailleurs? Qu'est-ce que tu attends?
Écoute, c'est l'une de mes plus grandes curiosités, figure-toi, cette saison, parce que alors le gars, on le connaît, hein, voilà, quasiment une décennie à Atalanta, il a gagné la Ligue Europa en terrassant le Bayern. Voilà, l'Atalanta de Gasperini, pour moi, maintenant, c'est un chapitre qui est clos, qui a été merveilleux, vraiment sur tous les points de vue. Mais tu vois, Johan, le fait de retrouver le Gasp sur, on va dire, une pièce à plus grande, Mhm. une pièce avec beaucoup plus de pression, avec beaucoup plus d'attente. On sait que Rome, hein, voilà, il y a ce côté aussi volcanique. Ça peut très vite partir, les radios romaines. D'ailleurs, Gasperini en avait parlé aussi dans sa conférence de presse de présentation, où il sait, il connaît par cœur son entraîneur italien, donc il sait les risques qu'il a pris en venant à Rome. Il a hésité aussi, hein. Johan, il a été convaincu par Ranieri, il a été convaincu par les Friedkin, qui sont, voilà, qui ont essayé de mettre tous les arguments de leur côté, parce que la Juve avait fait une tentative in extremis pour tenter de le ramener à Turin. Mais ça, je suis curieux parce que je me demande si Gasperini est prêt pour ce genre de défilage, est-ce qu'il est prêt même au niveau de sa com. On voit que parfois c'est encore un peu, j'ai pas envie de dire limite, mais c'est en fait c'est Gasperini. Il est C'est un toujours peu brut, quoi. voilà, quand il y a des messages à faire passer, il n'hésite pas. Le mercato, il manque 5 6 joueurs. Et ben, je le dis, il n'y a pas de pincette. Il est sur cette com qui est très directe, prend des messages à ses dirigeants, à son président. Donc voilà, en fait, c'est un autre univers par rapport au cocon qu'il avait su créer à Atalanta. Donc, pour moi, ça peut marcher. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui, ça peut être très intense dans tous les sens du terme, dans le bien comme dans le mal. Mais j'avoue que je suis curieux de voir un peu la mainmise sur ce groupe-là, sur cet effectif-là. On sait que les principes de Gasperini ils sont très très particuliers. On sait qu'il y a un système de jeu qui est aussi, c'est voilà, ses préceptes, c'est ce qu'il demande, ses mécanismes. C'est vraiment du travail quotidien. Tu sur-mesure. Voilà, donc est-ce que ça peut marcher à Rome, même toi qui connais bien la Piazza Romana? Voilà, moi j'ai dit mon avis. Je suis assez excité, je t'avoue, par ce mariage Gasperini-Roma. Mais toi, toi qui respires souvent l'air de Rome, est-ce que pour toi vraiment ce mariage un peu volcanique, ce Gasperini, c'est un personnage qu'il est, il a cette réputation en Italie de, il arrivera jamais dans les grands clubs, avec cette étiquette de, il avait pas réussi à l'Inter, mais c'était l'Inter post-triplete, et c'était un peu compliqué, il y a eu Benitez, enfin bref, c'était pas une belle période pour l'Inter. Est-ce que selon toi, il est prêt vraiment à passer ce cap pour ramener enfin la Roma en Ligue des Champions parce que c'est l'objectif, c'est ramener la Roma en CR. Évidemment. Ouais, je pense que n'importe, enfin, peu importe le club où serait allé Gasperini, il y aurait eu de l'excitation, que ce soit la Juve, que ce soit le Napoli la saison passée, la Roma cette année. Il y a une forme d'excitation que Gasperini a sucré parce qu'on a vu ce qu'il avait sucré en 2 mots. Hein. Euh, qu'il avait, oui, donc sucré à l'Atalanta. C'est lui qui a créé finalement en nous les attentes. On les avait pour l'Atalanta et c'est logique qu'on les ait aussi pour son nouveau club. Donc oui, il y a une réelle forme d'excitation. Avec Gasperini, on sait il faut aussi du temps, des joueurs adaptés à la situation. Visiblement, la Roma semble vouloir lui donner du temps, même si faut toujours regarder ça avec un œil bienveillant, certes, mais aussi conscient de ce que veut dire le temps à Rome et dans les grands clubs italiens. Il y a des joueurs pour moi qui sont déjà prêts pour les préceptes de jeu de Gasp. Il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Il y a un mercato aussi qui tarde un peu à se compléter. Gasperini disait en conférence de presse, je voudrais m'avoir un effectif plus complet pour débuter le championnat. Je pense qu'il manque au moins 3 ou 4 joueurs à la Roma. On verra aussi avec les contraintes du fair play financier ce qu'ils sont capables de faire cet été. Mais oui, oui, il y a de l'attente et de l'excitation et ça veut clairement pas dire qu'il va réussir. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que pour nous, observateurs et passionnés de foot italien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage Gasperini, son attitude, etc., etc. Le travail qu'il a fait à l'Atalanta a amené beaucoup d'attentes pour lui et ce qu'il va mettre en place à la Roma. Guillaume, autre point, l'Inter. L'Inter qui va devoir
Les attentes aujourd'hui ont un peu changé avec l'Inter parce qu'il y a une fin de cycle claire avec le départ de d'Inzaghi. Chaque année, on disait, bah, notre attente de l'Inter, bah, c'est de gagner le championnat parce que c'est le meilleur effectif, parce que c'est la plus grosse masse salariale, parce que, ok. Cette saison, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Non pas qu'il n'ait pas envie de gagner le championnat, non pas qu'il ne concourt pas pour gagner le championnat, non pas qu'il ne fasse pas partie des favoris pour le gagner, ce Scudetto, pour le remporter. Néanmoins, moi, mon attente, Guillaume, tu vas me dire si tu es d'accord, elle est plus sur la gestion de la fin de saison passée. Est-ce que du côté de l'Inter, on a vraiment tourné la page de la défaite de la finale de la Ligue des Champions, de cette deuxième place en Serie A et non pas le titre qui lui était promis? Est-ce qu'on a bien digéré les petits trucs entre Lautaro, les prises de bec entre Lautaro et Çalhanoğlu? Est-ce qu'on a bien digéré le départ de Simone Inzaghi? Est-ce qu'on est bien réaligné sur les nouveaux objectifs, sur la mise en place d'une nouvelle dynamique, sur la volonté de faire mal à nouveau en championnat et en Ligue des Champions, parce que l'effectif a certes baissé en âge, il reste encore aujourd'hui un effectif assez âgé, avec des cadres vieillissants, hein, Guillaume. Il y a quand même des cadres aujourd'hui qui ont plus de 30 ans et plus de 30 ans largement aussi. Donc moi, mes attentes, tu vois, elles sont pas sur le jeu, elles sont pas sur... il y a évidemment des attentes autour de Kivu, etc. Mais beaucoup moins que est-ce qu'ils ont vraiment digéré tous les événements liés à la fin de saison en Ligue des Champions, la fin de saison en Serie A, le mondial des clubs et les prises de bec internes. Et puis il y a aussi, Johan, tu l'as mentionné, mais c'est vrai que l'inconnu qui entoure Kivu, c'est une nouveauté aussi, hein, c'est un nouveau facteur, parce on est tellement habitué à valoriser, à reconnaître le travail de Simone Inzaghi, et que là, on arrive vraiment sur un entraîneur qui est novice, 13 matchs de Serie A, on sait que c'était le plan B derrière Cesc Fabregas, donc ça aussi, c'est nouveau. Côté de l'Inter, de repartir vraiment avec un nouvel entraîneur, alors ça peut avoir des effets et des aspects positifs, mais c'est vrai qu'on est sur quelqu'un qui est débutant en championnat. Donc, et on n'avait plus l'habitude du tout à l'Inter. On rappelle que l'Inter arrivait quand même d'un triptyque Spalletti, Conte et Inzaghi. Et de passer à Kivu, c'est évident, bah, tu baisses un peu le curseur et ça, forcément, ça provoque une inconnue. Donc, j'avoue que je suis un peu dans le même effet que toi, dans la même optique. C'est-à-dire que ouais, j'ai tellement été marqué par la fin de saison dernière, par cette défaite évidemment en finale face au PSG, cette volonté de faire le triplé, de se retrouver sans rien, les turbulences post mondial des clubs avec Lautaro Çalhanoğlu ou avec bah, post c'est ancien, le départ d'Inter qui était assez brutal, qui a pris de court quand même les dirigeants de l'Inter. Le mercato Johan qui finalement pour l'instant est assez calme. Alors Boni est arrivé, on sait qu'Andy Diouf aussi devrait débarquer. Luis Enrique est arrivé en provenance de l'OM pour un total en tout de 75-80 millions d'euros, si je calcule bien, 25, plus ou moins. Mhm. Donc voilà, on est aussi sur un mercato qui, pour moi, c'est un groupe qui était un peu en fin de cycle et qui était vraiment marqué, même physiquement. On l'a vu en finale, mais vous voyez bien que c'est une équipe qui était à bout de souffle et pour moi, elle avait besoin vraiment d'un coup de frais. Je vois les petites retouches qu'il y a eu, mais c'est vrai que je reste encore un peu Sur ta fin. sur ouais. Et si je dois vraiment te dire, je suis assez inquiet. Alors peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper pour les tifosi de l'Inter, mais c'est la première année depuis très longtemps, et je pense surtout, comme je le disais, que c'est aussi lié à l'arrivée de Kivu, parce que Mhm. avant, si tu veux, on avait quand même cette marque de Simone Inzaghi, tu avais cette référence-là. Avant, il y avait Conte, avant, il y avait Spalletti. Là, aujourd'hui, quand même, Kivu, bah, on navigue un peu à vue. Même si on en dit du bien, forcément, on est un peu dans le vague. Donc, voilà, on n'est pas du tout sur la même optique que les saisons d'avant. Donc, je vois que dans les grilles, les fameuses grilles, avec des partenza et des journaux, l'Inter est passé juste derrière le Napoli parce que c'était aussi un peu le classement de la saison dernière. Mais je t'avoue que j'ai beaucoup de doutes sur ce que peut encore donner ce groupe-là, que ce soit des énergies mentales, des énergies physiques. Est-ce qu'ils vont vraiment récupérer de tout ce que la saison dernière a laissé, au-delà des résultats, mais de tout ce qu'on a pu énumérer? Mhm. Je suis assez curieux. Je suis assez curieux et je dois t'avouer que je suis assez inquiet. On va passer au dernier item, Guillaume, la Juve, la Oui. saison des revanchards. C'est vrai qu'on parle beaucoup moins de la Juve cet été, j'ai l'impression, en Italie. Euh, je sais pas si c'est parce que le club a été moins actif sur le mercato, parce que tu le disais, la Juve est le club qui a le plus dépensé derrière l'Atalanta, mais parce que c'est des confirmations de transfert. Conceição,
un peu plus de 30 millions d'euros. Nico Gonzalez, 30 millions d'euros. Kelly, arrivé au mercato de janvier, je sais plus, 17, 18, un truc comme ça. Di Gregorio, Kalulu. Bon, les vrais arrivés qui n'étaient pas là la saison passée, c'est donc João Mario et Jonathan David. Mes attentes, moi, elles sont liées à ce que j'appelle les revanchards. C'est-à-dire que je veux voir plus de Teun Koopmeiners. Je veux voir plus de Nico Gonzalez. Ce sera pas difficile, on n'a rien vu pour ces deux joueurs-là. Je veux voir plus de Kelly, même si j'ai énormément de doutes sur la valeur de ce joueur-là. Je veux voir plus de régularité aussi chez Conceição. Donc tous les joueurs qui ont été recrutés très très cher et qui ont un peu plombé le budget estival de la Juve, qui n'a pas la marge de manœuvre dont elle aurait eu besoin pour régénérer un peu l'effectif. Et moi j'attends beaucoup de ces joueurs-là. On a quand même des joueurs qui avaient été extrêmement performants dans les clubs précédents. Hein. Nico Gonzalez à la Fiorentina, Koopmeiners à l'Atalanta. Je veux voir plus, notamment de ces deux joueurs-là. Il y a aussi Kelly Conceição, mais c'est surtout Koopmeiners et Nico Gonzalez dont j'attends beaucoup plus. On verra si on a vu quelques petites choses en pré-saison, quel sera leur rôle définitif dans le 11 d'Igor Tudor, si tant est que les deux soient titulaires, ce qui est pas forcément certain non plus. Mais oui, j'ai beaucoup d'attentes à ce niveau-là parce que je voyais totalement le fit pour ces deux joueurs-là la saison passée, notamment ce qu'ils pouvaient apporter à la Juve, et on les a pas vus du tout. Donc voilà mes attentes côté Juve pour ça, Guillaume. Écoute, moi très rapidement, alors un peu les mêmes que toi, des attentes aussi autour de Tudor, qui va pouvoir démarrer la saison, contrairement à la dernière. J'attends moins de turbulences aussi, parce que l'année dernière il y a eu beaucoup trop. Alors les tifosi sont habitués maintenant depuis quelques années, mais voilà, il faut aussi rappeler que j'ai l'impression que la Juve est ralentie beaucoup par les erreurs commises par Carlo Giuntoli. La saison dernière, il y a beaucoup vraiment de boulets que Damien Comolli et François Modesto se traînent. Donc, on voit que le mercato est un peu compliqué. Donc, j'ai des attentes. Pour moi, la Juve, elle peut lutter pour une place pour la Ligue des Champions. Probablement pas plus. Je les vois pas se battre pour le titre parce qu'il y a encore sûrement trop d'inconnus. Et voilà, je pense que ce sera encore une transition parce que voilà, au niveau de tous les boulets que se traînent la vieille dame, ça me paraît un peu compliqué tout de suite pour viser plus haut. Donc, des attentes, mais quand même modérées. Pas plus que ça. Ouais, modérées, exactement. Voilà pour ce premier épisode de la nouvelle saison. On va le lancer comme ça, Guillaume. Ouais. Veille de reprise de Serie A. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Guillaume, on est à 488 étoiles. Enfin, 488 fois 5 étoiles sur Spotify. Aïe. Donc il faut arriver à 500. Il faudra arriver aux 500, Guillaume. Écoute, arrivons à 500 à la fin de l'été. Voilà, exactement. Et pour motiver les supporters à nous les mettre, sachez, par exemple, si vous mettez 5 étoiles, votre club sera sacré champion d'Italie automatiquement à la fin de la saison. Donc, si vous êtes superstitieux, allez tout de suite les 5 étoiles et vous serez sacré champion. Félicitations. Et puis le petit commentaire, si vous voulez, aussi sur Apple Podcast et Spotify. Et nous, on se dit à très vite, Guillaume. On fera un débrief, évidemment, de la première journée. On verra si on fera quelque chose de complet ou point par point. Mais on fera quelque chose autour de cette première journée de championnat. Merci Guillaume et à très vite. Bonne saison pour un nouvel épisode de Calcio et Pépé. Ciao, ciao. Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial.